parfaite en effet avec le travail que nous allons maintenant, enfin l'exposé de François Hartog, que j'accueille sur scène. François Hartog est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il occupe la chaire d'historiographie ancienne et moderne. Il est notamment connu pour son travail sur les régimes d'historicité, c'est-à-dire l'évolution de la perception du temps, c'est-à-dire passé, présent, futur, à travers différentes époques, à travers différents contextes. Ses publications récentes comprennent Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, Croire en l'histoire ou encore Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps. Et donc, nous allons pouvoir nous poser cette question si particulière dans ce contexte que Grégory, une fois de plus, je remercie d'avoir présenté, qui est comment caractériser la perception du temps aujourd'hui, comment caractériser cette articulation entre passé, présent et futur à un moment à la fois qui se répartit entre la nanoseconde des technologies digitales et cette extraordinaire rapidité, et en même temps l'inscription dans des temps géologiques plus longs, ceux de l'Anthropocène. Je vous laisse la parole, merci. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir en ce lieu à l'occasion de cette rencontre. Et au fond, Grégory Quesnay m'a suggéré d'aborder cette question, ce thème, ce concept de simultané du non-simultané, en le confrontant d'un côté avec les temps du monde, de l'autre côté avec ces temporalités inédites de l'Anthropocène. Un peu ésotérique à première vue, le concept de simultané du non-simultané, qui vient de l'historien allemand Koselleck, Reinhard Koselleck, nomme en réalité une expérience historique fondamentale à laquelle tout un chacun s'est trouvé confronté. Il permet en effet de désigner le télescopage de deux temporalités hétérogènes, qu'il s'agisse du brusque surgissement du passé dans le présent ou d'un temps autre, venu d'ailleurs, dans le présent. Comment caractériser cette modalité du temps humain? Elle est l'expérience d'une coprésence imprévue, troublante, parfois heureuse, souvent douloureuse, qui vient brouiller les frontières usuelles entre le passé et le présent, bien sûr, mais plus largement encore, qui vient remettre en question les limites de la condition humaine. Il suffit de penser à tous les phénomènes, et il vient d'en être question, qui, transgressant les partages ordinaires entre le visible et l'invisible, franchissent aussi les limites entre le passé, le présent et le futur. Tels sont notamment les visions, les apparitions, les fantômes et autres revenants, les phénomènes de possession et de transe, les oracles, mais aussi les expériences plus communes relevant de la mémoire involontaire. Installées sur ces frontières, les religions, pour user d'un terme générique, ne sauraient s'en passer, en usant, voire en abusant. Les prophètes, les devins, les chamans, les sorciers, les interprètes des songes ont été des spécialistes reconnus, voire des professionnels de la simultanéité du non-simultané. Pour leur part, les prophètes bibliques ont été élus justement pour être les intermédiaires entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Leur office est de traduire, transcrire, inscrire la vision synoptique et synchronique d'un Dieu éternel dans le temps heurté, brisé, diachronique des hommes, à qui n'est jamais permise qu'une vision tronquée, déformée des situations et du cours de l'histoire. Sentinelle de l'imminence, comme le nomme Charles Péguy, le prophète est le point de contact entre le temps chronos, le temps ordinaire, celui des hommes et du monde, et le temps divin qui fit éruption sous la forme d'un temps kairos. Faisant office de point de jonction, il opère en des moments de crise aiguë sur le simultané du non-simultané. Mais laissant de côté tous ces phénomènes multiformes qui reposent sur le simultané du non-simultané, mais qui s'ignorent comme tels, je me limiterai ici à repérer les façons, quelques-unes au moins, dont il a rencontré les temps du monde, en avançant à grandes enjambées de l'Antiquité à aujourd'hui. Le fil conducteur de mon enquête sera comment le simultané du non-simultané a-t-il traversé ce que j'appelle l'ancien régime d'historicité, le régime moderne, le présentisme, jusqu'à la récente émergence de l'Anthropocène. Quelques mots sur le monde antique. Homère, le premier,
en a fait le ressort d'une scène fameuse et fondatrice, celle où Ulysse est face au barde des Phéaciens qui, à sa demande, chante l'épisode du cheval de bois, celui-là même qui a fait sa gloire. Or, Ulysse se met à pleurer. Pourquoi ? Ces pleurs, qui ont suscité tant de commentaires, traduisent une première rencontre avec l'historicité, entendue comme cette distance inaugurale et insurpassable de soi à soi. Ulysse, qui n'est plus qu'un disparu, se trouve en effet soudain confronté à un spectre de lui-même, à savoir le preneur de Troie. Traduisant une expérience du simultané et du non-simultané, cette évocation produit une véritable crise existentielle, d'autant plus douloureuse pour Ulysse qu'il n'a pas de mots pour la dire, d'où les pleurs. C'est l'histoire d'un disparu qui rencontre son spectre et qui ne sait plus s'il est mort ou vivant. Car pour relier celui qu'il était alors à celui qu'il est présentement, lui fait encore défaut une catégorie du passé stabilisée et immédiatement mobilisable, à même de permettre cette reconnaissance. C'était moi, c'est moi, c'est moi, c'était moi. Et ainsi de réduire le simultané du non-simultané. Mais le choc de cette coprésence, sur le coup indicible, est aussi ce qui va lui permettre de se retrouver. Il va cesser d'être personne pour redevenir Ulysse. Aussitôt après, en effet, il peut répondre à la question du roi, lui demandant qui il est. Les historiens, pour leur part, qui ont pour souci de mettre en ordre les temps, eurent à s'y confronter et surent en jouer. Par sa façon d'user des oracles, Hérodote fit une place au simultané du non-simultané dans l'économie de son récit. Télescopant les temps, ils viennent s'inscrire sur une autre ligne narrative qui annonce, contredit, éclaire le récit des événements. Il souligne l'intervention des dieux dans le temps des hommes. Plus compliquée est la tâche qui, au IIe siècle avant notre ère, revient à l'historien Polybe, qui, dans un monde ayant profondément changé sous ses yeux, se sent requis d'écrire une histoire nouvelle, non plus celle d'une guerre, mais celle de plusieurs guerres menées sur des théâtres d'opérations éloignés les uns des autres, la conquête de la Méditerranée par Rome. Les muses de la tradition épique étaient réputées être partout présentes, à même de tout voir en même temps et de tout savoir, aussi bien le passé que le présent et l'avenir. Le simultané du non-simultané était leur ordinaire. Privés de ce recours et de cette ressource, les historiens, Thucydides surtout, ont fondé leur épistémologie sur l'autopsie, le fait de voir de ses propres yeux. Mais, jamais complètement possible, l'autopsie devient carrément impossible dès lors qu'il s'agit de raconter des événements qui ont pris place en divers lieux tout autour de la Méditerranée sur plusieurs décennies. Aussi Polybe entend-il passer de l'autopsie à la synopsis, à une vision synoptique qui est une composante à la fois spatiale et temporelle. En effet, avec la conquête romaine, l'histoire, observe-t-il, s'est mise à former comme un tout organique et les événements sont perçus comme s'enlaçant les uns aux autres sous l'action de la fortune qui a contraint, je le cite, toutes les affaires humaines à s'orienter vers un seul et même but. Pour répondre à cette mutation, l'historien doit s'employer lui aussi à embrasser d'un seul regard les ressorts qu'elle a partout fait jouer pour produire tous ces effets ensemble. Et il le fait en empruntant ce concept de synopsis à la philosophie. Pour arriver à cette vision d'ensemble, cette vue générale sur les choses qui correspond au point de vue de la fortune ou de Dieu, dans le cas des prophètes. J'en ai ouvert là. Il lui faut voir comme la fortune, adopter son point de vue et le restituer du mieux qu'il peut à son lecteur. Du point de vue des temporalités, si la fortune, comme le Dieu de la Bible, saisit d'un seul coup d'œil tout en même temps, les légions romaines, elles, synchronisent progressivement la Méditerranée et le récit de l'historien ne peut échapper à la diachronie narrative. Le simultané de la synopsis ne peut en effet se monnayer qu'en développements qui se succèdent. Aussi, en vue de créer un effet de synopsis pour le lecteur, un analogue ou un ersatz, Polybe parcourt-il différents théâtres d'opérations, toujours dans le même ordre, et range-t-il les événements par Olympiade et par année. Avec l'achèvement de la conquête de la Méditerranée, commence un temps synchronisé, ou susceptible de l'être,
que scande le pas des légions et bientôt la succession des proconsuls. Ainsi, partant d'une confrontation avec le simultané du non-simultané, Polybe s'emploie à le réduire. Seul l'œil de la fortune est à même de le saisir. Il n'en va pas de même pour l'œil humain, qui doit trouver des accommodements, c'est-à-dire des substituts, relevant du voir comme. Dans le parcours du simultané et du non-simultané, l'intervention des premiers chronographes chrétiens est un jalon important, car avec eux se met en place un cadre qui demeurera en Europe au moins la référence reçue et obligée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Comme chronographes, ils sont de grands ordonnateurs des temps, récusant à ce titre toute intrusion du simultané et du non-simultané, tandis que comme chrétiens, ils le placent au cœur même de leur économie providentialiste du temps. En effet, tout est rapporté à un Dieu éternel pour qui tout est toujours simultané, tota simul. Ce n'est d'ailleurs qu'une façon humaine de parler, en cherchant à approcher l'éternité, puisque pour Dieu, il n'y a que l'éternelle présence de tout avec lui-même et de lui-même avec tout. Il embrasse, précise saint Augustin, passé, présent et futur, dans sa stable et éternelle présence. La simultanéité du non-simultané n'a de sens que pour une créature, elle-même pétrie de temps, dont la chute a justement été chute dans le temps, et rencontre avec la mort par la faute d'Adam. Avec l'incarnation, surgit en fait un simultané du non-simultané chrétien, qui, comme un éclair d'éternité, vient se ficher dans le temps ordinaire du monde et ouvre un temps messianique qui se refermera avec la parousie et la fin des temps. Cette double appropriation et ce double tissage des chronographies antiques et des Écritures fait toute la force de leur position. Il est vrai qu'ils ont la conviction d'occuper une situation exceptionnelle. Venant à la quasi-fin de l'histoire du monde, leur présent leur confère un point de vue imprenable sur tout ce qui a précédé et a préparé la venue du Christ. Ils participent à la plénitude du temps nouveau ouvert par l'incarnation et sont dans l'attente de la parousie. Dans la cité de Dieu, saint Augustin, 354-430, tire toutes les conséquences de cette révolution. Il y a deux cités, celle de Dieu et celle des hommes, qui sont et ne sont pas dans le même temps. La seconde n'est que dans le temps chronos du monde, tandis que la première, celle de Dieu, est simultanément dans le temps du monde et dans le temps autre ouvert par Jésus-Christ. Être de la cité du Dieu, au moins vouloir l'être, c'est donc faire l'expérience au quotidien du simultané, du non-simultané. Avec les deux cités, la terrestre et la divine, il se livre à un transfert des deux registres dégagés par saint Paul, du plan individuel à celui de l'histoire universelle. Pour ce dernier, saint Paul, le chrétien doit être à la fois du monde et comme n'en étant pas. Être d'un temps tout en étant simultanément d'un autre temps. De même, la cité est double, elle est du monde comme n'en étant pas, elle pérégrine dans le temps chronos tout en étant déjà branchée sur un temps autre. Le comme ne pas de Paul vaut pour l'ensemble de la cité de Dieu. Grâce à cette opération puissante, le concept des deux cités va s'inscrire durablement dans la théologie de l'histoire. Avec lui, Augustin fait entrer le concept du simultané et du non-simultané, non seulement dans le temps chrétien, mais aussi dans le temps de l'histoire, puisqu'il est la traduction temporelle du comme ne pas de Paul. Avec les chronographes et saint Augustin, les cadres temporels sont fixés pour longtemps et le simultané du non-simultané à la fois préservé, il est au fondement du mystère de l'incarnation, et acclimaté. Mais voici qu'en 1492, le surgissement du Nouveau Monde remet tout en question. Le choc de la rencontre avec les premiers autochtones par les Espagnols fut une expérience historique du simultané et du non-simultané, aussi perturbante que de longue portée. Se présentent en effet des êtres humains qui sont des contemporains tout en n'en étant pas, car nul ne sait à quel temps les assigner. Ils n'ont de place ni dans les généalogies de la Bible, ni chez Platon ou Aristote. L'espace éclate et le temps s'en trouve brusquement ébranlé. Tout l'édifice qu'on croyait définitif se trouve ébranlé, lézardé, tremble sur ses fondations. Voici des terres jusqu'alors hors de portée des synchronismes des chronographes et des hommes hors d'atteinte du simultané, du non-simultané tel que l'a fixé la théologie. Débarquer sur ces rivages ignorés et rencontrer ces êtres improbables, c'est faire une expérience de coprésence qui est porteuse de toute la force disruptive
du simultané et du non-simultané, et qui n'a pas les mots pour se dire. À l'instar d'Ulysse débarquant des lieux inconnus, revient l'interrogation. Ces hommes en sont-ils vraiment? Peuvent-ils être reconnus comme alter-ego? De quel temps viennent-ils? Sont-ils nés d'hier et, pour ainsi dire, encore enfants? Nous venons de voir comment l'épopée et les historiens grecs avaient su ménager une place au simultané et du non-simultané. Comment il était au fond la raison d'être des prophètes. Comment surtout il était au cœur du christianisme qui, en reliant l'éternité et le temps du monde, faisait de la vie chrétienne une expérience du simultané et du non-simultané. Avec l'incarnation, événement unique et pourtant toujours présent, il devient la texture même du temps chrétien. Aussi, loin de chercher à le réduire, il faut au contraire, par la conversion, vouloir entrer dans ce régime temporel exceptionnel. Il vaudra jusqu'à la parousie pour chaque individu, comme pour l'histoire universelle. Pour l'historien allemand Koselleck, le simultané du non-simultané constitue l'expérience fondamentale de toute histoire. Son émergence, dit-il, va de pair avec celle d'un temps actif qui marche et avec l'avancée d'une temporalisation de l'histoire portée par le progrès, soit entre le XVIe et le XVIIIe, entre les ébranlements provoqués par la découverte du Nouveau Monde, les guerres de religion et les révolutions. Le simultané du non-simultané, tout d'abord expérience, écrit-il, d'un élargissement par-delà les mers, est devenu le schème fondamental d'interprétation dans le sens du progrès, de l'unité croissante de l'histoire universelle. Car tant qu'il n'y a pas un temps chronologiquement égal, neutre, il ne peut y avoir proprement de reconnaissance du simultané, du non-simultané. Assurément. Mais le paradoxe veut que le reconnaître implique de le réduire aussitôt en le temporalisant, en le chronologisant. Au fond, le simultané du non-simultané, voilà le scandale ou l'ennemi. Décréter que les autochtones sont des sauvages était une façon de les rejeter en dehors de la civilisation. Mais déclarer qu'ils étaient des peuples enfants, puis au XIXe, des primitifs, contemporains du mammouth laineux, était une façon de leur assigner une place loin en arrière dans le temps chronos du monde. Au fur et à mesure que s'impose en Europe et au-delà l'ordre du temps moderne, ils conjurent le simultané du non-simultané, qui dès lors relève d'une conception pré-rationnelle de l'univers et de pratiques magiques. De fait, le temps conçu comme processus et progrès, puis dans la seconde moitié du XIXe, l'évolutionnisme, domestique sa force disruptive, borne son inquiétante étrangeté, toujours prête à ressurgir, et conforte de ce fait la prise de la raison sur le monde et celle de l'histoire sur les temps du monde moderne. Avec ce paradoxe déjà souligné, le reconnaître et le nommer comme tel conduit ipso facto à le réduire, à le faire rentrer dans le rang. En partant du « en même temps » du synchronisme, il est chronologisé selon l'avant et l'après, le plus tôt que, le plus tard que, le ne plus et le pas encore. Chassé du temps chronos qui classe et discrimine, il est rejeté dans ses marges et à la marge, là où peuvent trouver place des poussées de temps kairos et se produire des courts-circuits temporels. Renvoyé vers l'ailleurs et des temps révolus, il demeure toutefois présent et même actif. Pour ne donner qu'un exemple, la littérature a su y recourir et en tirer des effets d'estrangement. Ainsi, des surgissements du simultané et du non-simultané scandent la recherche du temps perdu. Avant lui, avant Proust, Chateaubriand en a fait un leitmotiv de ses mémoires d'outre-tombe. Au cœur de son œuvre se loge en effet une expérience de brisure du temps qu'il n'a cessé de réactiver et de faire rejouer, celle produite par la Révolution française. Ayant installé son atelier d'écriture sur cet entre-deux, ou cette faille temporelle, il déplore et revendique d'être mal placé dans le temps, et il opte volontiers pour la posture du contre-temps. Les considérations inactuelles ou intempestives de Nietzsche sont des protestations contre le temps moderne et des appels à agir contre le temps. Car c'est comme disciple, je le cite, de l'Antiquité grecque et comme philologue qu'il a pu faire sur lui-même, comme fils du temps présent, des découvertes aussi inactuelles. Par cet écart délibéré, il crée justement une forme de simultané et du non-simultané qui traverse son écriture. Dans ses thèses sur l'histoire, rédigées à la hâte avant son suicide en 1940, Walter Benjamin se fait l'avocat d'une nouvelle histoire qui ne soit pas une science du passé, mais qui est au contraire pour ressort une conjonction fulgurante entre un moment du présent et un moment du passé, dit autrement, qui accueille le simultané du non-simultané. Sous l'effet d'une telle rencontre provoquée s'enclenche ce qu'il appelle un temps messianique. Qu'il s'agisse de littérature ou de philosophie de l'histoire, ce sont autant de choix opérés en vue de laisser surgir
ou de faire surgir une telle coprésence temporelle qui devient une ressource pour l'écriture ou, dans le cas de Benjamin, pour l'action. Loin de le réduire, comme le veut le régime moderne d'historicité, le temps moderne, on l'accueille, voire on le suscite et le cultive, pour en faire un usage réglé, parfois subversif ou même une arme. Pour contrôler le temps, l'ordonner, l'institutionnaliser, le synchronisme a été le premier opérateur. Historiens et chronographes se mirent en quête de « en même temps ». Ensuite est venue la synchronisation, mais elle suppose un temps de référence qui se donne, s'impose comme étalon des temporalités autres. En conquérant la Méditerranée, Rome impose son calendrier. Sous l'Empire, les sujets doivent fêter l'anniversaire de l'empereur. Puis, les princes, les conquérants, se sont voulus, à l'instar de Dieu, à la fois cosmocrator et chronocrator. En parcourant l'Europe, à cheval, avec ses trains d'artillerie et le code civil, Napoléon se veut l'un et l'autre. Pour les missionnaires, convertir les indigènes était les faire entrer dans le temps chrétien, les synchroniser avec l'histoire du salut dont ils avaient été tenus à l'écart jusqu'alors. En ce qui concerne le futur, les églises et les États ont eu pour politique de s'en réserver le monopole, réprimant de ce fait les interrogations astrologiques, les prophéties et autres mobilisations apocalyptiques, tandis que s'ouvrait en revanche un espace pour une science rationnelle des pronostics. Enfin, avec le temps moderne, conçu comme processus et progrès, le simultané du non-simultané est à la fois appréhendé comme tel et éliminé. En 1884, la conférence de Washington aboutit à une décision, à la décision de prendre le méridien de Greenwich comme méridien de référence pour la fixation d'un temps universel. Et le découpage du globe en 24 fuseaux horaires, Greenwich devenait le synchronisateur. Théoriquement, n'importe quel méridien aurait pu faire l'affaire. Mais ce fut celui de Greenwich qui fut choisi. Celui qui, surprise, passait au cœur même de la puissance impériale alors dominante. Dès lors, le temps est officiellement le même pour tous, mais chacun n'en est pas moins prié de régler sa montre sur Greenwich Mean Time. Par cette opération, on produisait de la simultanéité tout en insérant un écart fixé une fois pour toutes, le décalage horaire. Tout le monde se trouverait bien dans le même temps, mais pas au même point du cours du temps. Maintenant, que s'est-il passé du point de vue du temps au cours du dernier demi-siècle? Pour m'en tenir aux grandes lignes, s'est produit un basculement du futur vers le présent. Le futur a perdu de son évidence et de sa force d'entraînement au profit d'un présent de plus en plus envahissant, sinon omniprésent. Au futurisme du régime moderne d'historicité s'est substitué ce que j'ai appelé le présentisme. Je me suis efforcé, dans différents écrits, d'en saisir les causes, ainsi que le lexique et la grammaire. Je n'y reviens pas ici. Le seul point qui m'importe est ici de relever ce qu'a entraîné cette nouvelle configuration temporelle sur le simultané du non-simultané. L'a-t-elle remis en circulation ou au contraire annihilé? En s'effaçant, le régime moderne d'historicité a ouvert un espace au présentisme et du même coup à une multitude de temporalités discordantes et concomitantes, et donc à première vue à une prolifération du simultané et du non-simultané. L'individualisation croissante du temps en est une manifestation. Mon temps n'est pas le tien, qui n'est pas le vôtre, même si nous partageons l'instantanéité des messageries électroniques et les mêmes smartphones. La situation peut alors être décrite comme celle d'une discordance généralisée, avec tous les effets de déliaison, y compris sociale, qui l'accompagnent. On baignerait donc en plein simultané du non-simultané, à ceci près et qui change tout, qu'il est impossible de le reconnaître comme tel. En effet, dès lors que le présent est le seul horizon et que le temps moderne semble à l'arrêt, la discordance généralisée peut tout aussi bien être appréhendée comme une simultanéité généralisée. Si l'éternité divine se définissait comme tota simul, tout en même temps, le présentisme serait quelque chose comme une éternité de l'instant, tout en même temps à chaque instant. Un simultané du simultané à la fois évanescent et perpétuel, dont les chaînes d'information en continu, puis les réseaux sociaux, sont à la fois le carburant et le produit. La toile est une babel temporelle. Le succès de l'expression « en temps réel », qui a accompagné la révolution de l'information, désignait et valorisait précisément la simultanéité et l'instantanéité.
Le temps réel, c'est le temps des bourses et des transactions financières, dont la nanoseconde est devenue l'ordinaire. Depuis mon présent, tout, partout et à tout moment doit être accessible en ligne et en quelques clics. Or, depuis peu, le présentisme babélien, bouclé sur lui-même et formant une bulle, s'est trouvé percuté par un temps nouveau, du moins pour nous, qui n'avons commencé à en prendre conscience ici et là qu'autour des années 2000, l'Anthropocène, avec ses temporalités spécifiques. Par cette appellation, comme vous le savez, il faut entendre une nouvelle époque géologique succédant à l'Holocène, qui aura duré moins de 12 000 ans. Elle veut signifier que l'humanité, en tant qu'espèce, est devenue une force géologique dont on peut mesurer l'impact à partir de relevés stratigraphiques. Depuis quand? Si les humains ont depuis toujours affecté l'environnement, ce n'est que depuis ce qu'on nomme la grande accélération, soit les années 1950, que les effets de leur action ont pris un tour exponentiel jusqu'à modifier le système de la Terre lui-même. Pour l'historien John McNeill, nous avons engagé une expérience que nous ne contrôlons pas sur la Terre. Le béton, le plastique, on en a parlé, sont désormais partout, tandis que le bulldozer pourrait figurer comme l'engin éponyme de cette époque. Tant et si bien que le présentisme, accoutumé à ne rien voir au-delà de lui-même, s'est soudain trouvé confronté à un passé et un futur immenses qui sont ceux de la Terre. Pour le passé, les débuts remontent à 4,54 milliards d'années. Quant au futur, il est surtout déjà menaçant, puisqu'il peut amener en quelques siècles une 6e extinction des espèces, et phénomène encore plus difficile à concevoir, il est déjà en partie joué, alors même qu'il n'est pas encore advenu. Car quoi que nous fassions, avertissent les climatologues, les humains ont modifié le climat terrestre au moins pour les 100 000 ans à venir. Or, ces temporalités parfaitement exorbitantes, en regard des temps du monde, ne sont rien d'autre que du temps chronos, du temps ordinaire, mais très long, au point qu'il excède de très loin nos capacités de représentation et qu'en avoir une expérience directe n'est pas à notre portée. Que faire alors? Et d'abord, comment vivre dans l'Anthropocène? C'est-à-dire comment tenir ensemble ces temporalités inédites et celles qui nous sont familières, celles que nous pensions maîtriser, celles du monde, celles travaillées par les historiens. Elles se touchent, interfèrent, mais ne sauraient se fondre les unes dans les autres, vu les différences d'échelle qui les séparent. Les écarts sont tels que ces temporalités ne peuvent ni s'emboîter les unes dans les autres, ni s'articuler les unes aux autres. Les rythmes aussi qui les régissent sont profondément différents. Si le climat de la Terre a toujours connu des oscillations, des phases de réchauffement succédant à des phases de refroidissement, elles étaient fort lentes et se tenaient à l'intérieur de certaines limites. Aujourd'hui, nous constatons que de notre fait, ces limites sont rapidement en train d'être forcées. Et quoi que nous fassions ou ne fassions pas, nous savons qu'il faudra des millénaires pour que s'établisse un nouvel équilibre. Mais il n'empêche que des décisions sont à prendre maintenant, presque jour après jour, si nous voulons non pas revenir à l'avant de l'Anthropocène, ni même le stopper, mais à minima, éviter un Anthropocène catastrophique pour les humains et les non-humains ou les existants. Face à une situation qui, tant sur le plan pratique que théorique, nous échappe encore, introduire le concept de simultané du non-simultané pourrait-il apporter ne serait-ce qu'un léger surcroît d'intelligibilité? Expérience fondamentale de l'histoire, pour reprendre les mots de Koselleck, le simultané du non-simultané, nous l'avons vu, surgit à des moments de crise, de désorientation ou d'aporie. Grave crise d'identité pour Ulysse, nouveau monde dominé par Rome, choc de la rencontre avec l'altérité des sauvages, et ébranlement qui devient séisme provoqué par celui qui, en sa personne, se donne comme l'incarnation même du simultané du non-simultané. Il a en effet permis de nommer le concept de simultané, du non-simultané, il a en effet permis de nommer des moments de trouble dans le temps. Quand les Espagnols rencontrent les autochtones, ces êtres ignorés de la Bible et des Anciens, ils sont à certains égards des contemporains et à d'autres pas du tout. Mais presque aussitôt, l'altérité temporelle initiale est canalisée et domestiquée. Se mettent en effet en mouvement ces politiques qui ont eu pour nom conversion et colonisation. Il fallait faire entrer les indigènes dans le temps chronos européen et leur donner accès au temps kairos chrétien. Évidemment, l'Anthropocène n'est pas un indigène, ni même comme un indigène, mais le surgissement de l'Anthropocène génère une expérience qui se laisse subsumer sous la configuration du simultané et du non-simultané. En effet, le choc de la rencontre entre les diverses temporalités du monde avec celle de l'Anthropocène
génère une situation d'aporie et entraîne la formation d'un écheveau ou d'un nœud temporel caractérisé par la coprésence de temporalités hétérogènes et incommensurables. Mais en l'occurrence, pour sortir de cette situation, nulle conversion ou colonisation ne peuvent être à l'ordre du jour. Ou si conversion il y a, elle est entièrement à notre charge. Aujourd'hui, ce n'est plus nous qui prenons la terre, mais plutôt elle qui nous prend. Bruno Latour parlait d'une prise de terre inversée. Ce nouveau simultané du non-simultané, nul temps moderne n'est là pour le réduire et le domestiquer. Le croire est commettre une erreur de diagnostic. Aussi nous faudrait-il au contraire apprendre à vivre avec lui, à nous accommoder à lui, c'est-à-dire à commencer par le penser comme tel. À ce point, ce simultané du non-simultané inédit nous reconduit vers celui propre au christianisme. Saint Augustin l'a théorisé et l'a déployé, sans le nommer ainsi, jusqu'à le placer au cœur de l'histoire universelle, qui n'est que celle des deux cités. Du premier au dernier jour, leur marche, mêlée et distincte, est traversée par l'expérience du simultané et du non-simultané. L'une, celle de la Terre, est dans le temps chronos, rien que chronos, tandis que l'autre, tout en étant encore dans le temps de la Terre, dans le temps chronos, participe déjà du temps kairos. Elles sont et ne sont pas dans le même temps. Or, Augustin ne fait, je l'ai dit, lui-même, que généraliser le simultané du non-simultané que saint Paul est le premier à avoir formulé, sinon conçu. Devenir chrétien, c'est apprendre à vivre dans deux temporalités incommensurables, l'éternité de Dieu par définition inaccessible, indubitable et irreprésentable, et le temps chronos ordinaire, mais sur le mode du « comme ne pas ». Pour établir un rapport entre les deux, les chrétiens ont fait de Jésus le Messie, c'est-à-dire le médiateur, le kairos. À cette médiation première s'est ajouté un second dispositif, plus directement en prise avec le temps chronos, celui de l'accommodation. Dieu ne change pas, mais pour guider les humains sur la route de la perfection, il a su adapter ses commandements à la faiblesse humaine en fonction des temps et des moments. Aujourd'hui, le système de la Terre n'est pas susceptible d'accommodation. C'est à nous de nous accommoder, de trouver des accommodements avec l'Anthropocène. En proposant cette analogie, il ne s'agit à l'évidence pas de christianiser l'Anthropocène, mais uniquement de rappeler une configuration très singulière où le simultané du non-simultané, loin d'être l'ennemi, occupait une place centrale, tout en conservant son mystère. Notre parcours a montré que le simultané du non-simultané était une modalité fondamentale de l'expérience du temps et que de multiples stratégies, dont je n'ai retenu que quelques-unes, avaient été mises en œuvre pour le réduire, s'en servir ou s'en débarrasser. Dans le monde occidental, la stratégie chrétienne mérite une attention particulière par sa façon unique de faire droit au simultané du non-simultané, de s'accommoder à lui sans entreprendre du même mouvement de le rejeter. C'est en cela, et en cela seulement, que l'analogie pourrait nous aider aujourd'hui à concevoir des façons de nous accommoder à l'Anthropocène dans toute son altérité temporelle. Merci. Merci à vous, François Hartog, pour cette conférence. On va peut-être avoir le temps de prendre quelques questions, si vous le souhaitez. Il y a peut-être des questions dans la salle. En tout cas, moi, je commencerai peut-être en vous demandant, une fois de plus, en vous remerciant pour cet exposé. On comprend que cette situation extrêmement particulière du simultané et du non-simultané, quelque part, a déjà eu des occurrences. On se dit, bon, bah, très bien, il y a le modèle de Saint-Augustin, de ces deux cités, celle d'en bas, celle de l'au-delà. Et donc, on se dit, très bien, ce simultané du non-simultané a déjà existé. Mais je m'interroge, moi, à la position du chronos que vous définissiez comme... du chronos et du kairos donc défini par les Grecs comme ce moment particulier que l'on doit savoir saisir en tant qu'humain, savoir trouver ce temps très particulier où il faut agir et saisir sa chance. On a quand même l'impression qu'il n'y a pas simplement une inversion de la Terre, mais une inversion aussi de ce chronos. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le temps qu'on doit aller saisir, mais ce temps qui vient nous saisir. Et donc je me demande comment est-ce que... C'est dans la continuité de votre réflexion, comment tenter de gérer cette espèce d'inversion du chronos, qui n'est plus cette opportunité à saisir, mais ce temps qui vient nous saisir. Oui, alors... C'est une grosse question. Oui, c'est pas grave, mais il y a plusieurs façons de la prendre. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai pris cette analogie
chronos kairos, et le christianisme ayant fait place au simultané, devant faire place au simultané du non simultané. Bon. Avec d'un côté le temps chronos dans lequel tous les humains se sont toujours trouvés, et puis ce temps exceptionnel, singulier, qui est le temps kairos, et qui est représenté dans le christianisme par l'incarnation. Bon, et Jésus-Christ devenant le kairos par excellence. Bon. Donc on pourrait dire que, alors sans vouloir du tout transformer l'Anthropocène en Messie, ce n'est pas le propos, on pourrait dire que quand je dis nous devons non pas essayer de réduire, non pas essayer de faire disparaître comme on a toujours fait au fond, le simultané du non-simultané, on l'a rejeté sur les marges, c'est une période des révolus, c'est le pré-rationnel, pratique magique, etc. Ça ne donnerait rien de faire cela. Bon, ça ne donne rien, ça n'aide pas à comprendre la situation. Alors on peut dire que l'Anthropocène, l'événement Anthropocène, pour reprendre le titre d'un livre récent, peut être saisi par nous comme un kairos, c'est-à-dire comme une occasion, justement une prise de conscience, comme un kairos pour, alors non pas pour marcher dans une voie du salut, mais pour, et c'est là que j'ai introduit cette autre notion si importante dans le christianisme, qui est celle de l'accommodation. Bon. Nous avons à nous accommoder avec l'Anthropocène. L'Anthropocène ne fera rien pour s'accommoder à nous, à la différence de Dieu qui est, dans toute l'histoire montre, dans la perspective chrétienne, qu'il s'est accommodé, qu'il s'est accommodé à la faiblesse des humains. Bon. Là, il n'y a rien de tel, il ne faut rien attendre de l'Anthropocène, c'est à nous de nous accommoder à l'Anthropocène. À partir peut-être de ce moment de prise de conscience qu'on peut qualifier de kairos, c'est-à-dire transformer cette crise en quelque chose qui, alors on rejoint ce que disait Grégory tout à l'heure, c'est comme, alors ça peut être réenchanté, ça peut être en tout cas une action. Et mon point était surtout de montrer qu'il y avait un usage heuristique possible du simultané et du non-simultané dans la configuration présente. Après, je n'ai pas la solution sur la manière de faire. Enfin, je propose ça. Bon, si quelqu'un veut s'en saisir, très bien. Mais voilà. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Je vais donner la parole à... Attendez. Hop. Ah, pardon. Il faut se lever. Oui, je voulais faire une remarque tout à fait peut-être anodine, mais qui me frappe. C'est que dans le simultané, non simultané, vous n'avez absolument pas abordé le problème du rêve. Et le rêve qui est présent dans énormément de textes anciens, y compris dans la Bible et la Torah, est aussi un socle qui a fondé l'humanité sur des légendes, des choses qui ont été ensuite très travaillées. Donc je pense qu'il faudrait quand même enrober tout ça d'une dimension un petit peu onirique. Parce que là, on a l'impression qu'on est dans la vérité, dans l'historicité, mais il y a toujours une dimension un peu flottante. Personnellement, je perçois cela ainsi, que je ne retrouve pas dans que j'ai trouvé très très bien votre conférence, mais que je ne retrouve pas ce flottement. De même dans la poésie, le langage de la poésie, simultanéité, non-simultanéité, est aussi à creuser, car vous avez là une errance, un voyage, un passage, quelque chose qui vous passe par la tête, que vous retranscrivez, et qui fait partie aussi de toute cette matière. La deuxième chose que je voulais remarquer,
c'est au niveau du temps, qui ne soit pas de Greenwich, mais du temps tel que nous le percevons en tant que lecteurs. Nous avons tous appris la grammaire et la conjugaison, et nous avons tous appris à caler nos concepts linguistiques. D'après, c'est conjugaison, présent, nanana, futur, subjonctif, et puis surtout conditionnel. Et je voulais faire remarquer que dans la langue hébraïque ancienne, vous avez une lettre qui est incroyable, qui s'appelle le vav. Et le vav, devant un verbe, il devient conversif. C'est-à-dire qu'il peut transformer le temps du verbe. Selon le contexte, le verbe se retourne au présent, se retourne au futur ou se retourne au passé. Donc je trouve que toutes ces vaves conversives, donc ça a la forme d'un T à l'envers. Et je trouve que toutes ces petites dimensions qui se trouvent soit dans l'écrit, soit dans l'inconscient, soit dans l'air du temps, ça devrait faire partie aussi, je ne sais pas comment, du simultané non simultané. Et par ailleurs, je trouverais très intéressant qu'à côté de votre écran, c'est plus compliqué pour la technologie, d'insérer quelques textes dont vous êtes auxquels vous êtes vraiment attachés et qui pourraient nous apporter un support, oui, qui serait plus facile à suivre. Je vous remercie, mais comme on a une très longue journée, je vous propose que vous posiez votre question. Ça y est, elles ont été posées. Magnifique. Bon, vous avez tout à fait raison avec vos remarques. Mais j'ai dit en commençant que je laissais de côté justement tous ces phénomènes, toutes ces dimensions, pour me concentrer sur le rapport entre les façons, au fond, de domestiquer et récuser, instrumentaliser le simultané du non simultané. Bon, parce qu'il fallait bien faire un choix. Donc j'ai fait ce choix-là, mais il était vite, vous avez absolument raison. J'ai évoqué les songes, bon, c'est une façon de parler des rêves. Je ne prétendais pas déployer les multi-usages du simultané et du non-simultané dans les différents espaces de la culture. En ce qui concerne les textes, ça renvoie à mon incapacité, c'est-à-dire que je ne sais pas faire un PowerPoint, bon, et que je suis désormais trop vieux pour apprendre. Donc voilà. Je vous prie de m'en excuser. Et vos remarques sur les verbes, oui, vous avez absolument raison. Tout ça est très juste. Mais il fallait essayer aussi de tenir dans une demi-heure, ce que j'ai plus ou moins fait. Vous avez fait, bravo. Tenu dans votre temps. Merci, François Hartog. On continuera la discussion par la suite. Merci.